Eh ben merci Karim déjà de m'accueillir à nouveau. Bonjour à tous. Donc ça va être un exercice un peu personnel. J'ai personne en face de moi à part Karim, donc ce qui est déjà énorme. Mais je vais essayer d'être captivant, surtout sur la fin de la journée. Donc rapidement quelques slides. Donc moi je suis Jean-Yves Cubayer, donc je suis dirigeant de Crazylog et d'Enovia si tu peux. Voilà, donc entreprise détenue par mon épouse et moi-même. Euh, Slide suivante. Voilà, donc Enovia. Société de services, donc qui travaille sur l'aide à l'optimisation de la maintenance dans le secteur industriel, notamment dans le secteur de l'énergie, le secteur du traitement des déchets, donc traitement d'eau, de la défense, également du pétrole, enfin tout ce qui est industrie de process, c'est-à-dire avec beaucoup d'équipements qui fabriquent pas un produit. Donc par rapport à l'intervention de tout à l'heure, donc là, nous on est vraiment assez peu dans l'industrie de fabrication. On est dans l'industrie de transformation. Je ne sais pas si l'énergie, la production d'énergie, c'est pas un bien, c'est immatériel. Quand on traite de l'eau, ben, on sort de l'eau propre. Voilà. Ou quand on est dans la défense, bon, ben, c'est un bateau de guerre, ça fabrique rien du tout, quoi. C'est une utilité évidemment, mais ça ne produit rien. Et Crazylog donc développe le logiciel QuickBrain dont on va parler. Et Enovia est un des distributeurs. Donc on va passer au slide suivant. Non, c'était pas le bon, c'est pas grave. Donc oui, donc depuis 2012, donc Crazylog a été créé. C'est bon, Karim, c'est bon. Crazylog a été créé en 2012, donc on a commencé à développer QuickBrain chez Enovia, en fait, pour nos propres besoins, puisqu'on avait besoin d'agréger de l'information, de pouvoir partager de l'information, de la documentation, pour pouvoir, au final, parce que notre métier au départ chez Enovia, ça avait été de renseigner des GMAO, donc renseigner tous les outils monstrueux que vous utilisez et qui nécessitent beaucoup de données, évidemment, pour pouvoir pour être efficace. Donc, on avait développé un outil qui n'existait pas pour pouvoir facilement collecter de la donnée, etc. Au fur et à mesure, nos clients ont trouvé ça sympa. Et on a créé en 2012, du coup, Crazylog pour éditer QuickBrain, qui est devenu un produit à part entière. Et, euh, et qui est si on passe au slide suivant, Karim, s'il te plaît, et qui est donc, voilà, on a maintenant à peu près 160 références, donc dans les domaines, attends, ouais, 160 références, donc on a un peu plus de 1000 utilisateurs, donc en France, notre plus grosse clientèle, c'est en Grande-Bretagne, avec nos plus grosses références, et puis après, il y a quelques pays exotiques dans lesquels on a été amené à travailler en suivant des entreprises françaises au départ. Euh, donc, comme j'expliquais, donc Enovia est distributeur en France de QuickBrain, Itacads en Angleterre et en Afrique du Sud à Guru Business Solutions. Alors, donc je vais faire un petit peu de blabla avant de présenter la solution, mais c'est juste pour savoir d'où elle vient. En fait, le constat, donc Enovia, on travaille depuis 13 ans, enfin, dans l'optimisation de la maintenance, donc sur presque 200 usines. On voit comment fonctionnent les techniciens et on a dit, bon, quel est le constat? Euh, on s'aperçoit quand même que dans nos industries, hein, dans nos secteurs d'activité, je ne parle pas des autres que je connais pas, mais bon, à 90%, c'est du correctif. Donc, il y a toujours des petites choses à faire. Alors, c'est pas toujours des grosses choses, hein, mais il y a toujours quelque chose qui casse, qui lâche, qui fuit, qu'il faut remplacer parce que ça fait du bruit, etc., etc. Donc c'est très exigeant parce que ça nécessite beaucoup de performance. Il faut trouver rapidement une solution, ça crée du stress, mais quelque part ça crée de l'excitation aussi. On remarque que on aime bien et puis quelque part sur un management, ça montre que l'équipe de maintenance travaille. La maintenance préventive, on en fait moins. On en fait moins, d'une part parce que c'est moins rigolo, et puis surtout parce que à un moment, si on fait trop de maintenance préventive, le management va se dire bon ça sert à quoi de payer de la maintenance puisqu'on a aucune panne. Enfin, j'ai caricature un petit peu, mais on est un peu dans cette logique où moi j'ai beaucoup entendu le responsable de maintenance, un bon responsable de maintenance, il est dans l'usine avec ses gars. Moi je suis pas d'accord. Un bon responsable de maintenance, il prépare les interventions et il fait en sorte que ces gars soient le moins sollicités possible et qu'ils puissent être le plus efficients possible dans le travail qu'ils font. Après, s'il faut les donner un coup de main la nuit pour résoudre un problème, bien évidemment qu'il faut qu'il aille mettre les mains à la pâte. Mais son travail, c'est pas super technicien. C'est organisateur, planificateur, gestionnaire financier. C'est ça son job principal.
Après, au dernier échelon, donc on en a parlé tout à l'heure, enfin on a entendu la présentation de tout à l'heure que j'ai suivi avec attention et je trouve super le produit que vous faites. Euh, euh, Néanmoins, et vous l'avez précisé, hein, donc au précédent intervenant, Dars, euh, ça s'applique pas à tout en fait. C'est-à-dire que pour des actifs très critiques, donc ils vont générer des retours sur investissement très rapides et ou des indisponibilités très fortes. Bien évidemment, la maintenance prédictive, enfin la maintenance prévisionnelle, pardon, predictive maintenance en anglais, va être évidemment très intéressante et va avoir un retour sur investissement très rapide. Maintenant, bon, ça s'applique pas à une petite pompe, un petit moteur, un capteur. On va pas forcément pouvoir dupliquer ces technologies-là sur évidemment tous les actifs d'une usine. Les usines sur lesquelles on travaille ont entre voilà 5, 10 000, 15 000 et un bateau de guerre, c'est 100, 150 000 actifs quoi. Donc on va vite sur beaucoup d'équipements très variés et on ne peut pas à un moment déployer des technologies qui vont aller mesurer à la virgule ce qui se passe sur chaque équipement. C'est pour le moment pas concevable. Dans un futur proche, je pense qu'on y arrivera. Mais pour le moment, sur des équipements qui ont une durée de vie de 30 à 50 ans, bon, bah, quand on arrive sur un bateau qui a 45 ans, il n'a pas tous les équipements, il n'a pas tout ce qu'il faut. Idem sur les usines. Donc, on vit aussi avec des technologies qui sont on va dire, euh, très différentes dans le sens de la fonctionnalité, mais aussi très différentes dans le sens de la technologie, puisque l'usine évolue au fur et à mesure des années. Et on se retrouve avec des équipements qui ont 50 ans, des équipements ou 40 ans, et des équipements qui ont moins d'un an. Donc, il faut arriver à jongler avec tout ça. Et avec tout ça, il faut arriver à faire tourner l'usine, et il faut arriver à avoir une bonne disponibilité. Donc, on passe au slide suivant. Donc en fait, là, je vais me concentrer un peu sur la résolution de problèmes, puisque c'est un peu le quotidien du responsable maintenance et du technicien surtout. Donc j'ai un problème, j'ai un actif j'ai une machine qui est en panne. Déjà, une machine ou un capteur ou un petit équipement. Donc déjà, je dois savoir où il est. Parce que si je dois aller voir, je dois pouvoir le trouver. Suivant la taille du site, euh, il faut arriver à le trouver et on peut mettre du temps à le trouver. On doit avoir une idée avant d'aller voir, assez rapidement de quel est son environnement. Est-ce qu'on est dans une zone explosive? Est-ce qu'il y a un moyen de manutention déjà à côté? Est-ce que c'est un truc qui est encastré au milieu d'un autre, sous un autre, et qu'il faut déjà prévoir toute une procédure de démontage? Tout ça, je sais pas, je suis pas, normalement, j'ai pas besoin d'aller voir sur place pour pouvoir déjà préparer, ou en tout cas optimiser ma visite. C'est-à-dire que quand je vais aller sur place, je vais aller regarder deux ou trois détails, mais je vais pas passer 2 heures. Je vais aller confirmer ce que j'ai vu quelque part, normalement pendant ma préparation. Je dois comprendre quelle est sa place dans le process. C'est-à-dire cette vanne ou cette pompe, qu'est-ce qu'elle alimente, comment elle s'isole, quel est l'impact, si je ferme la vanne amont ou aval, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je peux, etc., etc. Donc ça, c'est la production qui va vous le dire, mais quand même, c'est bien côté maintenance qu'on sache rapidement ou qu'on puisse proposer à la production déjà une procédure. Et évidemment, bah, après, il faut savoir comment on le répare, comment il fonctionne, quels sont les modes de défaillance qui ont été identifiés dans la notice du constructeur, quelles sont les pièces de rechange qui sont disponibles, qu'est-ce qui est démontable, enfin bon, bref. Donc tout ça, on va en avoir besoin à un moment, sauf si on a tout dans la tête et qu'on est super technicien. Les super techniciens, il connaît pas tout sur tout, et à un moment, il casse la machine. Parce qu'à un moment, à force de vouloir expliquer qu'il sait tout sur tout, ben, il va arriver à la limite de ce qu'il sait faire, et il va, par euh, excès de confiance, il va à un moment ben, faire une impasse, et on va avoir des catastrophes. Euh, ou alors, et le pire, et c'est ce que nous on constate, c'est que les gens vont pas, et là on parle finalement d'aller chercher l'information dans la doc, ils vont pas chercher l'information dans la documentation parce que ils passent 1 heure, 2 heures, et puis surtout au bout des 2 heures ils l'ont pas trouvé. Donc ils se disent bon ben on switch l'étape, on cherche de l'info, on va direct sur la machine, on regarde comment ça se passe, on tape dessus, on la démonte et puis on voit comment ça marche. Donc ça c'est, je caricature hein, évidemment hein, à chaque fois, mais c'est pas très loin de la vérité. Alors on va me dire oui mais bon dans une GMO on a tout ça. Ouais, on a tout ça si on l'a rentré dedans. Et si on la rentrait dedans, tout ça dans la GMAO, ça coûte très cher. Et très cher, ça veut dire on le fait pas. Enfin, dans les années qui viennent, le très cher, c'est
ça va être compliqué, quoi. Et également, quand vous êtes. Je ne pose pas la GMAO, hein, moi, on en intègre, on en installe, c'est des outils qui sont indispensables, très intéressants, mais il faut savoir que, quelque part, ça coûte beaucoup d'argent pour le renseigner. Et tout éditeur, et on est éditeur aussi de solutions, bon, nous, on met ça sur la table en expliquant que ça coûte de l'argent. Le retour sur investissement étant pas forcément évident à mesurer pour un financier. Pour un technicien, il sait très bien ce que ça lui apporte. Pour un financier, c'est beaucoup plus difficile à convaincre. Votre GMAO, bon, si elle est vide, elle ne vous aidera pas. Si vous remplacez, une fois que vous avez remplacé ce capteur qui est en panne, c'est un autre modèle. Bah, il faut mettre à jour le modèle dans la GMO, mettre à jour le plan de maintenance, mettre à jour les pièces de rechange, mettre à jour la doc, etc., etc. Bon, ça, bah, très peu de sociétés le font, sauf dans des domaines très contraints où il y a des exigences de qualité, voilà, dans la pharmacie, et encore, pas sur tous les process de pharmacie. On travaille un peu dans la pharmacie également. Les moyens de navigation, on va dire, un petit peu visuels, comme la navigation 3D, 360 degrés, voilà, de l'interaction un petit peu dans les documents et entre les documents. C'est pas encore bien implémenté dans les GMAO, ça commence. Alors on vous explique qu'il y a des modules BIM, il y a plein de choses, mais bon, au global, on s'aperçoit que peu de gens l'utilisent. Et que c'est assez lourd et que c'est assez contraignant aussi à mettre en place. Et également dans les GMAO, quand la gestion de la documentation est une faiblesse de ces outils, puisqu'ils sont là pour gérer la maintenance, la gestion de la documentation technique, hein, j'entends, euh, est pas toujours efficiente. On peut pas gérer des versions ou assez mal. On peut associer des documents mais que aux actifs. On peut pas associer avoir une arborescence documentaire à part, etc., etc. Donc tout ça combiné. Donc si on passe le slide suivant, une fois qu'on a fait ce constat-là, en fait, on s'est dit, et sur la base du retour d'expérience hein, qu'on a eu sur notre première version de QuickBind, donc là on va parler de la version 2, on s'est dit, voilà, je suis le technicien, et sur la base de tout ce retour et de tous les échanges qu'on a, parce que nos clients sont des exploitants, hein, ce sont directement des directeurs d'usine en général, ou des responsables de maintenance, on s'est dit, voilà, moi je suis idéalement en tant que technicien, de quoi je rêve en fait? Bah, je rêve quand je suis devant mon actif ou quand j'ai une alarme sur mon contrôle commande, eh ben, je veux tout de suite voir par le code de cet équipement, je veux voir où est-ce qu'il est dans le process, donc je vois le PID tout de suite, schéma PID, le schéma de fluide, le schéma, peu importe comment on l'appelle dans vos métiers. Je peux voir par une photo 360 et je vois exactement dans quel environnement il est, toujours en naviguant par le code. Je peux le localiser si j'ai un modèle 3D, le modèle 3D étant une option évidemment, hein. C'est pas de dire qu'il faut absolument un modèle 3D, mais si on l'a, autant l'exploiter. On parle beaucoup de BIM, le Building Information Model. Moi, je suis pas un fan, mais néanmoins, le gros avantage, c'est qu'en plus de la localisation, on peut faire de la mesure, c'est-à-dire qu'on peut aller mesurer. Quand on doit préparer une intervention, c'est bien pratique parce que les plans sont pas à jour. La maquette 3D qui est faite à partir d'un scan 3D, elle est à jour. Donc on a les bonnes dimensions. Donc on sait qu'on a telle hauteur, on sait qu'on a telle largeur, on sait qu'on peut mettre un échafaudage ici et pas là, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Sous réserve que l'accès à la maquette 3D soit pas dédié à un ingénieur bac+12 avec un doctorat en physique nucléaire, quoi. Parce que pour utiliser un logiciel de CAO, ben, il faut 6 mois de formation. Et donc un technicien de maintenance, lui, il n'est pas ingénieur de bureau d'études, il n'est pas technicien de bureau d'études. Et le dernier niveau, bah, quand je sais où c'est, je sais dans quel environnement c'est, bah, je veux dire qu'est-ce que c'est ce capteur, c'est quoi sa marque, sa référence, comment je l'étalonne, comment je le répare, est-ce qu'il y a des pièces de rechange, est-ce que je change l'ensemble, c'est quoi le filetage sur lequel il se monte, c'est quoi le matériau de sa sonde. Et bah, tout ça, je vais le trouver en partie dans la documentation. Je peux l'avoir dans ma GMAO si elle a été parfaitement remplie, et au fur et à mesure je la remplis, il n'y a pas de problème. Mais au départ, eh ben, je vais travailler dans ma doc technique. Elle est bien faite, elle n'est pas bien faite, elle est comme elle est, bon. Mais c'est quand même la matière de base. Donc si on peut lancer la petite vidéo là juste pour montrer, on va avoir un premier aperçu. Donc voilà, donc là, il y a la musique qui est un peu en détente. Là, je suis sur ma maquette 3D, je vais pouvoir aller directement donner l'équipement sur mon process, donc dans un schéma PID. On navigue toujours par le tag. Là, je suis sur le capteur température du moteur. Bah, je vais aller, donc le logiciel va me proposer les liaisons disponibles. Et bah, ok, donc on peut aller vers son schéma de câblage électrique. Donc là, toutes les liaisons se créent automatiquement sur la base du code. Donc c'est le code fonctionnel de l'équipement, ce qu'on retrouve dans toutes les usines de process.
Je clique sur le tag, voilà, à nouveau, ben, hop, j'ai une vue 360 qui est disponible, hop, je peux le localiser. Alors, c'est des exemples, hein, c'est pas forcément un vrai capteur de température sur un moteur, donc vous aurez noté. Euh, et donc là, à partir de là, je vais accéder à toute sa documentation. Et la documentation, en fait, je l'expliquerai tout à l'heure, mais elle est automatiquement classée par rapport au code identifié dans le document. OK. Donc la promesse voilà, de QuickBrain, c'est quoi? En fait, on a vu 60% du temps du technicien de maintenance, c'est de chercher de l'information. Donc plus il passera de temps, moins il passera de temps à chercher de l'info et plus il la trouvera vite, et plus il passera de temps à faire de la maintenance et quelque part apporter de la valeur ajoutée sur ce qu'il sait faire. Euh, attends, juste, je finis juste, Karim. Merci. Euh, Recherche d'informations, donc très, très rapide. Le retour qu'on a, c'est chez nos clients, ils nous disent, bah voilà, l'info que je cherche, pas le document, hein, je trouve l'info que je cherche en 1 minute avec QuickBrain au lieu de 15 à 30 minutes. Donc, on peut calculer du ROI, mais c'est pas tellement le temps qui va perdre aussi, c'est l'indisponibilité qu'on génère. Parce qu'en général, on intervient dans l'urgence. J'étais une fois en Angleterre chez un client, ils ont perdu le transformateur de l'usine. Enfin, ils ont un problème sur le transformateur. Bon, eh ben, ils ont trouvé la doc de QuickBrain, enfin dans QuickBrain très rapidement parce qu'ils avaient un transfert de secours. Ils n'étaient pas complètement dans le noir. Et j'étais sur place. Donc à la fin de la matinée, quand ils ont trouvé la panne, etc., ils m'ont dit non, mais voilà, en quelques minutes, on avait les plans, on avait les schémas de câblage, on avait tout, et ça nous a permis de trouver le problème. Ok. Euh, la documentation, c'est la donnée, hein, c'est un support de la donnée technique. L'idée, c'est de la garder à jour aussi, hein, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Et également d'avoir un système de navigation visuelle qui soit pas juste une arborescence documentaire, mais qui permette aux techniciens de se retrouver, comme je l'expliquais tout à l'heure, de pouvoir avoir une navigation interactive entre l'environnement de l'équipement et les informations qu'il va trouver dans les documents. Donc on va avancer dans la présentation. Donc il y a au début, je fais un petit chapitre sur le BIM. Si vous n'en avez pas entendu parler, bon, on parle de BIM 3D, 4D, 5D, 6D. Bon, ça, c'est du marketing. Mais globalement, ça veut dire quoi? Le 3D, ça veut dire que j'associe des documents et des informations techniques à euh, à des informations graphiques. Donc, ça peut être un modèle 3D, ça peut être un modèle 2D, hein. Le BIM n'est pas 3D. C'est pas BIM, ça veut pas dire 3D. C'est pas forcément lié à une maquette 3D. C'était dans le bâtiment. La volonté en Angleterre, ça a commencé là-bas, de pouvoir, quand on livre un équipement, quand on livre donc une école, un bâtiment, un hôpital, peu importe, ils voulaient être sûrs que associé à chaque porte, fenêtre, éclairage, ascenseur, on ait bien la documentation et les données techniques nécessaires pour pouvoir le remplacer. Et ce qui n'était pas le cas avant. Donc ils ont exigé ça, donc d'avoir intégré dans un support unique qu'il soit 3D, qu'il soit 2D, toutes les données techniques pour pouvoir à un moment accéder à l'information. Alors, un immeuble, c'est pas une usine, hein. C'est pas un centre d'usinage, c'est pas un bateau de guerre. Donc le BIM s'applique au bâtiment et il se décline assez difficilement dans l'industrie. C'est pour ça qu'il n'est pas très déployé. Le 4D, donc là on intègre la notion de planning, donc ça c'est pour le suivi de projet, etc. Mais bon, ça, les ingénieries qui bossent dans l'industrie, voilà. Dans le bâtiment, ça se faisait pas, mais là ça se fait. Donc évidemment d'associer les données, les plans, les livrables, etc., avec un planning. La gestion des coûts, donc le 5D. Et le 6D, donc c'est pour ça que je voulais en parler, eh bien, c'est le Saint Graal, c'est-à-dire de pouvoir faire évoluer tout ce référentiel technique tout au long de la vie de l'usine. Donc, donc, on va mettre plein d'infos. Donc, l'ingénierie va être payée pour ça. Et vous allez vous retrouver en maintenance avec plein d'infos et ben, qu'il va falloir mettre à jour aussi. Sinon, bah, le truc BIM, vous le mettez à la poubelle au bout de 2 ans et puis c'est fini, quoi. Vous l'utilisez plus. Donc, c'est pour ça qu'on l'intègre. S'il y a eu un projet BIM dans votre nouvelle usine, c'est super, exploitez-le. Si ça y est pas, on passe au slide suivant. Si ça y est pas, mais dans tous les cas, si vous avez des modèles 3D, à partir du moment où le modèle 3D est identifié avec le code de l'équipement, donc on va pouvoir associer automatiquement donc ce modèle 3D avec une vue 360 sur laquelle on aura pointé l'équipement, avec une documentation qui contiendra le code de ce ventilateur de tirage, comme on a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est un ventilateur.
eh ben, ce ventilateur possède un code. Si dans un document, on utilise ce code, eh ben, le logiciel va détecter ce code. Alors, ça paraît con, hein, comme ça paraît bête, mais comme les codes sont écrits jamais de la même manière, et au final, ils ont tous des lettres, des chiffres et des lettres, mais on va mettre des tirets, des espaces, un underscore, on va les écrire de toutes les manières possibles et imaginables dans les documents. Donc, il faut un petit peu d'intelligence pour pouvoir aller vraiment chercher la structure et, euh, et surtout pouvoir faire les bonnes associations. Donc, si on peut passer la suivante. Donc, WeBrain sur la. Donc là, je peux aller directement de mon arborescence technique vers mon modèle 3D. Donc ça évite pour le technicien de se perdre dans une maquette où il va y avoir des milliers d'objets de toute l'usine. Donc il peut isoler le modèle, il peut, bon, ok, en transparence, ça c'est joli, mais surtout, il va pouvoir, comme je l'ai montré tout à l'heure, naviguer directement à partir de ce modèle vers d'autres objets interactifs. Donc on reprend l'exemple du modèle, du modèle du ventilateur de tirage. Et sur ce ventilateur de tirage, directement, hop, j'accède à la doc technique. Mais j'aurais pu cliquer directement sur le modèle 3D et j'accède à la doc technique de mon modèle. J'accède à la doc technique de mon ventilateur. Donc si vous voulez, en 3 secondes, si on refait le flux, je sélectionne mon tag, ça m'affiche dans l'arborescence le tag, je clique sur le tag, je vais directement sur mon modèle ou sur mon PID ou sur ma vue 360, je double-clique sur l'actif, je l'ai. Ou alors je double-clique dans l'arborescence technique et j'ai la doc évidemment aussi, hein. Mais là, très rapidement, en quelques clics, c'est pas accéléré, hein, je vois exactement où il est, à quoi il est connecté dans le process et où il est et quelle est sa localisation, par quoi il est alimenté, etc., etc. Donc pour les consignations, pour tout ce qui est permis de travail, tout ce qui est préparation des permis de travail, tout ce qui est préparation des interventions, tout ce qui est même visite de sécurité pour les sous-traitants, on peut faire des visites interactives avec les vues 360. On a un outil qui permet d'avoir euh, une espèce de couteau suisse, donc qui n'est pas une GMAO, mais pourtant qui combine bien une arborescence technique, donc qui peut être celle de votre GMAO, qui peut être synchronisée avec votre GMAO, avec Maximo, avec ce que vous voulez et qui va organiser les documents suivant les codifications, suivant les codes fonctionnels de vos machines. Donc là, bon, on a évidemment un viewer 3D, donc alors qui permet d'optimiser des gros modèles, donc c'est-à-dire qu'on peut avoir, on a mis toute une centrale à charbon là sur laquelle on a travaillé récemment, donc on a pu gérer un modèle 3D qui était très très gros puisqu'il est optimisé quand il est intégré dans le viewer. Et là, vous le voyez directement sur votre navigateur web. Vous avez la possibilité de le faire tourner, de zoomer, de naviguer dans les différents objets. Ou alors, dans l'arborescence technique, eh ben, d'aller spécifiquement sur un objet. Et là, vous allez pouvoir le voir dans son environnement. Si tu peux, le slide suivant, s'il te plaît. Donc là, c'est pareil. Donc, on peut accéder, ce que j'ai montré tout à l'heure, à partir du tag de l'équipement dans l'arbre technique. Et ben, hop, on accède directement. Donc, le technicien, c'est assez simple pour lui de naviguer. Sinon, on est vite perdu. On se retrouve à tourner dans tous les sens dans le modèle. Slide suivant. Ce qu'on a vu dans la vidéo, hein. Donc, on peut accéder à la documentation directement à partir du modèle 3D. Suivant. On peut accéder au PID ou au schéma électrique en naviguant de l'un vers l'autre. La navigation étant pas contrainte, hein, je peux à chaque fois ouvrir un nouveau chemin de navigation. Je vais cliquer sur mon capteur de température, il va me dire, bah tiens, il y a une vue 360, ok, je vais aller sur la vue 360. Sur la 360, il va me dire, ah bah tiens, tu as un PID qui est disponible, ah, bah, ok, je vais remonter sur le PID, la vue 3D, et je boucle, et je boucle, et je boucle. On continue. Et après, on va voir, ouais, ça on continue, c'était la vidéo qu'on a vue tout à l'heure. Voilà. Et alors après, encore, là, on rentre un peu plus dans le détail, c'est-à-dire que là, bon, j'étais dans des documents un peu de haut niveau, donc qui positionnent les équipements dans l'environnement, etc. Mais là, je vais pouvoir aussi, dans le document, avoir un système de détection automatique de mes codes équipements. Et quand je suis en vert, donc on va voir dans la vidéo, mais quand je suis en vert, ça veut dire que mon logiciel a trouvé un match, c'est-à-dire que cet équipement existe dans mon listing, dans mon asset register, dans mon arborescence technique. Donc directement dans mon PDF, je peux accéder au PID, je peux accéder à la maquette 3D, je peux accéder à la vue 360. Donc quand je lis mon analyse fonctionnelle, quand je lis ma procédure, ma procédure d'intervention, ben, je vais pouvoir, quand on me dit bah, ouvrir la vanne machin, et ben, on va voir la vanne machin, où est-ce qu'elle est, à quoi elle ressemble. Voilà. C'est assez, enfin, ça, c'est assez unique. Et ça, moi, si j'avais eu ça quand j'ai commencé, j'étais ingénieur process au début.
Je peux vous dire que quand on lit une AF, c'est génial, quoi. Et quand on lit une procédure de travail, voilà, donc là, ben voilà, où est-ce qu'il est? Hop, il est là, mon ventilateur. Il est là, il a un accès, il a une passerelle, il a un machin. Ou quand je rédige, moi, une instruction de maintenance, là, c'est quand même hyper sympa d'avoir toutes ces informations comme ça, très rapidement, à disposition et très, très facilement accessible. Donc là, c'est une couche qui se rajoute sur le document et qui va. Allez, bah, alors on embraye sur le deuxième. Attends, ouais, juste, je finis juste après, on embraye la deuxième vidéo. C'est une couche qui se rajoute sur le document et qui ne modifie pas le document en fait. C'est simplement quelque chose qui va. Et la puissance aussi de l'outil, c'est que quand vous voyez, il y a des tags en rouge aussi qui apparaissent. Donc ça fonctionne avec des tags équipement, mais ça fonctionne aussi avec les codes de documents. C'est-à-dire que quand on cite un document, eh ben, il va aller vérifier qu'il est présent dans la base. Si on dit bah, allez voir la sous-procédure ou allez voir l'analyse fonctionnelle X, Y, Z, vous allez pouvoir cliquer et aller ouvrir directement. Il va cliquer, il va créer les liens automatiquement entre documents quand on appelle un document à partir d'un autre. Et il va pouvoir aussi détecter les tags ou les références documentaires qui ne sont pas dans votre base de données. Donc soit votre document est faux, il y a des codes que vous avez mal tapés, soit votre base de données d'équipement est fausse. Il lui manque ces équipements-là, ou alors ils sont mal tapés. Il y a des erreurs de frappe. Et certains clients nous demandent même de vérifier, quand ils reçoivent une nouvelle une usine, ils prennent leur usine de production en main. Ils nous confient la vérification du DO, du dossier tel que construit, qui a été produit par l'ingénierie. Ils nous disent, bah, analysez-le. Et à partir de ces algorithmes, on va sortir toutes les incohérences en fait, qu'il y a entre les schémas PID, les listes que fournit le constructeur, les tags qui sont dans les documents. On va mixer tout ça et on va dire, bah voilà tous les écarts. Alors après, il faut une analyse un peu plus fine, hein, c'est pas magique non plus, ça va pas résoudre tout le problème, mais on va voir le niveau de qualité. Si on voit qu'il y a 50% qui ne matchent pas, on va se dire, il y a quand même un gros problème, donc on va pas réceptionner la documentation. Puisque le problème de la documentation, quand vous la recevez, on va vous envoyer 10, 20, 50, 100, 300, 500 ou l'équivalent de 600 classeurs. Ben, vous n'allez pas tous vous les faire un par un pour vérifier que quand on parle d'une vanne, elle existe, hein. Vous allez le faire quand vous cherchez à dépanner la vanne. Et quand vous cherchez à dépanner la vanne et qu'elle n'existe pas, ou que ce n'est pas le bon numéro sur le plan, eh ben, vous allez être embêté. Voilà. Donc c'est aussi, avec ce QuickBrain V2, la possibilité de pouvoir rapidement visualiser la qualité d'une documentation. Si je suis tout vert, si j'ai que des tags en vert, c'est génial. Si j'ai des tags en rouge, ben, c'est qu'il les manque. Et si j'ai des tags en orange, ben, c'est qu'il y a un écart d'une lettre ou d'un chiffre. Donc c'est peut-être une faute de frappe ou c'est peut-être une erreur. Et ça, il faut le contrôler. Donc ça vous aide aussi quand vous rédigez des documents, des procédures, quand vous rédigez des modes opératoires, des permis de travaux, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer, ce que vous avez à faire dans votre quotidien de gestionnaire de maintenance. Et donc là, on finit en beauté. Alors là, c'est un film qu'on a fait avec la marine pour mettre en situation QuickBrain sur un bateau de guerre. Comme on est à Toulon, on a profité de la proximité. PC sécuritaire, Randier Sécu. Randier Sécu pour PC Sécurité, j'écoute. Suite au départ incendie, un défaut est constaté sur la sonde de température de régulation du chauffage MJ170300. Veuillez inspecter les installations. Reçu, je vérifie. Grâce à QuickBrain, l'officier de garde localise avec sa tablette le compartiment dans lequel se trouve la sonde de température. Avec le support de vue à 360 degrés, il visualise l'ensemble du compartiment. Les marqueurs lui permettent d'identifier chaque composant et de localiser la sonde à partir de son numéro de nomenclature. QuickBrain effectue un zoom sur l'élément sélectionné. Si l'officier a besoin de plus d'informations, il peut accéder à la documentation d'exploitation et d'entretien. Toute la documentation des équipements est accessible très rapidement dans le navigateur web. S'il cherche davantage d'informations, il peut également rendre le document interactif. Avec l'activation d'Autoleak, il peut accéder au schéma d'ensemble et visualiser la sonde à partir de la balise dans le document PDF. Aucune anomalie n'ayant été détectée, il semblerait que la sonde soit défectueuse. L'équipe de maintenance va intervenir pour procéder à son remplacement.
Voilà. Alors, donc, question-réponse, mais juste avant, je vais juste vous dire une remarque qu'on m'a faite la dernière fois. Il n'y a pas très longtemps, on m'a dit ouais, votre truc, c'est super joli, mais franchement, euh, nous, voilà, ce qu'on fait, c'est bien. Et votre truc, mais par contre, votre truc, c'est beau, c'est super. Après, c'était tellement beau qu'il n'y croyait pas. Alors que la fois précédente sur la Quibrand V1, on nous a dit, le client une fois nous a dit waouh, bon, ça m'impressionne pas. Donc, pour vous dire que c'est pas, enfin, nous, ça fait 13 ans qu'on bosse dans l'industrie, enfin, moi un peu plus, en tout cas, la boîte a démarré là. Les exemples qu'on montre, c'est des exemples chez des clients. C'est vraiment réalisé dans le logiciel. C'est pas magique, hein. Par contre, juste pour conclure, notre première référence avec Quibrand V2, alors on a commencé un peu fort, c'était sur une centrale thermique à cycle combiné gaz de chez Engie. On nous a donné 150 gigas de documents. Donc on a pris un gros zip, on l'a balancé, drag and drop dans QuickBrain, 60 000 documents au total. Ça en a enlevé 20 000, c'était des doublons, parce que il y a un algorithme assez fin de suppression des doublons. Donc déjà, on a enlevé un tiers des documents qui servent à rien. On a fait mouliner tout ça, ça a mis 15 heures dans la nuit. Et après, voilà, on a donné au client et il a pu commencer à jouer tout de suite. Et il nous a dit, très rapidement, il nous a dit, ah ben là, maintenant, je trouve des documents que j'ai jamais trouvés, en fait. Et il utilisait avant une très grosse solution d'un éditeur américain qui commence par Microsoft. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ça a vraiment été fait, déjà pour nos besoins, pour pouvoir rapidement digérer, injecter de la documentation et l'exploiter pour pouvoir mettre en place des procédures de maintenance, optimiser les pièces de rechange, etc. Donc, on a besoin, nous, d'aller très vite dans la navigation, dans la documentation, et aussi, surtout, pour pouvoir répondre aux besoins du technicien. Pas passer des jours à renseigner les données dans une GMO, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça veut dire que très rapidement, à partir du moment où on a une documentation dans laquelle on a une couche texte qui permet d'être analysée et qu'on a des codes équipements dans les documents, on va pouvoir tout de suite avoir beaucoup, beaucoup d'interactivité et on va, par le moteur de recherche plein texte, aussi pouvoir trouver assez rapidement l'information qu'on cherche. Et si on ne la trouve pas, ben, il faut appeler le fournisseur. Les retours qu'on a, notre client, c'est le responsable qualité qui est un ancien chef de car, donc il pilotait l'usine. Et il nous a dit vraiment, c'est utile pour la conduite. Et les gens, adoption, un jour de formation, c'est eux qui ont formé c'est lui qui a formé les équipes, quoi, hein. Nous, on l'a formé 2 jours, il a joué avec, on lui a laissé, il s'est formé tout seul. Donc on a vraiment voulu faire quelque chose de simple, quelque chose d'efficace. Derrière, c'est compliqué, mais en façade, c'est très simple à utiliser. Et ça permet très rapidement, avec un coût d'implémentation assez faible, d'avoir déjà un rendu et un retour sur investissement qui est très rapide. Voilà. Si vous avez des questions, je vous écoute. Merci Jean-Yves. Des questions? Non, toujours. Vous avez toujours la trouille de poser des questions. C'est terrible ça. On va pas vous manger, hein. Alors, moi j'avais une question par rapport à la gestion des documents. Comment peut-on être sûr que c'est la dernière version du schéma? Comment se passe la procédure de mise en ligne des schémas et le workflow de validation? Alors, il y a un système de version. Donc, en fait, on gère deux objets, des fichiers, donc qui sont des documents qui ne sont pas versionnés. Par exemple, une photo, on ne va pas la versionner, c'est pas la peine de mettre une version, on s'en fout, elle ne changera pas. Ou alors, si on veut la suivre en version, ben, pourquoi pas. Mais une photo, un rapport fournisseur, un rapport des APAV, ben, il est valide à la date et il n'a pas forcément vocation à être révisé tout le temps. Il va être incrémenté tous les ans, mais bon. Et ensuite, on gère des documents, donc qui effectivement, eux vont pouvoir avoir une version. Donc, je vais pouvoir avoir un ou plusieurs fichiers. Donc, je vais gérer, par exemple, mon fichier AutoCAD si c'est un plan et mon PDF, et puis peut-être un autre format si j'ai envie. Euh, Après, j'ai un système classique, hein, mon document est en brouillon, il est applicable et ensuite il est archivé. Voilà, j'ai un workflow très basique et on a voulu vraiment faire quelque chose de simple parce que dans les workflows de validation documentaire, on peut vite se perdre. Donc on est sur un système à trois étapes. Quand je crée un document, il est en brouillon, donc je ne suis pas sur une dernière version évidemment, je suis dans une version de travail. Quand je suis en applicable, ben, je suis sur la dernière version. Donc je travaille que sur des documents applicables. D'ailleurs, en fonction des droits, vous ne voyez que les documents applicables. Donc le technicien, lui, voit que les documents applicables, Karim, donc c'est ça la réponse à la question. Donc il ne peut pas avoir des documents en préparation ou qui ont été archivés. Alors j'ai une question. Est-ce que vous utilisez une IA pour le traitement des tags? Alors non, parce qu'en fait, il n'y a pas d'intérêt. On aime bien l'IA, hein, on est fan de ça.
Mais non, il n'y a pas d'IA. Il y a quelque chose de de beaucoup plus basique, mais qui répondait beaucoup mieux aux besoins. En fait, en fait, ce qu'on crée, c'est des schémas de codification. Donc, vous donnez un exemple. Alors, après, c'est un peu, bon, mais ce qu'on veut derrière IA, je vais pas vous dire qu'on fait de l'intelligence artificielle alors qu'il n'y en a pas derrière, hein. On crée un schéma. Vous prenez un exemple, par exemple, codification je sais pas, d'une pompe. Je sais pas, AP001. Vous mettez AP001, vous créez un schéma de codification. Dès que vous allez mettre un nouveau document, et aussi tous les autres documents vont être traités, et il va aller chercher AP001. Mais il va aller chercher AP espace 001, AP-pas. Enfin, il va aller avec un algorithme qui va lui permettre de trouver AP001 dans tous les cas de figure, même si c'est sur 2 lignes. Parce que dans les schémas, notamment les schémas PID, les schémas fluides, eh ben il arrive les codes des équipements sont écrits sur 2 lignes. Et ça, c'est un peu compliqué. Donc ça, tout ça, ça a été prévu parce que en fait, cette fonction autolink, on l'avait déjà implémentée sur QuickBrain. Et ça fait 5 ans en fait qu'on bosse avec. Donc ça fait 5 ans d'optimisation qu'on a mis dans QuickBrain V2. Et on a une détection de tag qui est très très bonne en fait, même si c'est pas de l'IA. Alors j'ai une autre question. Alors d'abord, je vous prie de m'excuser, hein, parce que en fait, j'avais pas les messages, donc je suis désolé pour les conférences précédentes. Je viens de les recevoir à l'instant. Bon, bah, c'est les miracles de la technique, hein. Donc je vous prie de bien vouloir m'excuser. Alors une question dont je connais moi la réponse, mais je te laisse donner la réponse. Avec quel GMAO avez-vous connecté QuickBrain? Avec Maximo, l'équipe IBM Maximo. Donc ça c'est pour les chantiers d'Atlantique par exemple, pour la MCO Naval, avec QuickBrain, puisque lui-même a un module de GMAO que j'ai pas présenté, mais il est intégré dedans. Et voilà. Et après, non, c'est les deux seuls en fait avec lesquels on l'a fait pour le moment. Avec Infor, pardon aussi, avec Infor, excusez-moi. Et avec Infor EAM. Alors j'ai une question. Peut-on avoir une idée du coût d'une implantation? Oui, absolument. Donc alors c'est des applications en SaaS, hein, donc on est en cloud. Donc c'est cloud IBM à Paris pour la France, hein, et à Londres pour l'Angleterre. Donc le projet, bon, c'est globalement 1500 € d'installation. Enfin, je vais donner les prix assez clairs, hein, c'est pas de problème. On fait une licence site ensuite qui dépend de la taille de l'usine, en fait. Donc c'est pas une licence à l'utilisateur, mais enfin on a à peu près, c'est à peu près en fonction du nombre d'équipements qui est sur l'installation. Euh, on est entre 600 € par mois, c'est voilà le prix de base, et en moyenne 1500 € par mois. Voilà, en moyenne sur des sites. Sur des sites, voilà, sur une centrale thermique, comme j'ai parlé, un incinérateur, une grosse station de traitement d'eau, et un bateau de guerre. Après, pour des bateaux de guerre, par exemple, on fait des flottes, c'est-à-dire qu'on dit, bah, il y a les porte-hélicoptères amphibies, bah, on a une flotte de 3 bateaux, on fait un prix global pour les 3 bateaux, parce que de toute façon, ils ont des similitudes, etc. Donc après, c'est un peu à façon, mais l'ordre de grandeur, c'est ça, entre 600, 1000 € par mois, 600 à 1000 € par mois, ouais. Avec dedans donc l'hébergement, donc la mise à jour, donc l'application est tout le temps à jour, le support hotline, et puis la sauvegarde évidemment, et la sécurité. Et il faut compter 2-3 jours de formation. Et après, pour l'intégration des documents, il y a plusieurs niveaux, hein. Donc soit, bah, comme je vous dis, on prend tous vos documents, on fait un fichier zip et on balance. Et après, bah, vous savez ce que vous avez. Soit on travaille après sur organiser la documentation, la structurer, pour que ce soit un peu plus trouver les métadonnées, ce qu'on appelle donc simplement avoir un titre propre, un code documentaire, etc., etc. Donc après ça va de 5000 à 50, 100 000 € si on veut aller très loin et si on a des dizaines de milliers de documents. Bon. Sur la partie service, c'est Enovia qui l'assure. Et là, c'est vraiment en fonction du nombre de documents qu'on a à traiter et surtout euh, du niveau de précision qu'on va avoir. Par exemple, chez ce client, là, chez Engie, eux, leurs documents, bah, ils ont juste un code, en fait. Ils ont qu'un code, parce que bah, ça coûte du temps et de l'argent d'aller saisir des titres. Et même automatiquement, c'est pas évident à faire. Donc, ils ont qu'un code, mais malgré cela, ils ont réussi à s'en sortir. Et pour tout vous dire, le projet complet pour les 60 000 documents, il a coûté 20 000 €, quoi. Donc, c'est pas non plus. Voilà.
On n'est pas sur des sommes astronomiques, et loin de là. Et surtout, derrière, le temps qui est gagné est important, parce que quand on cherche une information, en général, c'est pas pour se cultiver, quoi, quand on est sur une usine. Alors une dernière question, est-ce que c'est prévu donc de pouvoir y accéder, donc les solutions de mobilité, tablettes, smartphones? Ah oui, c'est une appli web responsive design, donc qui est possible d'afficher sur une tablette. Et il existe aussi une version. Alors, nous, on travaille en PWA, Progressive Web Application. C'est comme une application, mais ça s'installe à partir d'un site web. C'est Google qui développe ça. Donc, vous avez la possibilité d'installer sur votre PC ou sur votre tablette une copie, en quelque sorte, de l'application en version light. Et vous avez tous vos documents sur votre tablette. Alors, ça prend du temps à synchroniser au début, parce qu'il faut embarquer tous les documents. Et après, ça gère les mises à jour également. Donc, ça se connecte régulièrement. Enfin, mon système classique, ça se connecte régulièrement. Maintenant, il faut une tablette avec, si on a 30, 50, 60, 200, 300 gigas de doc, il faut une tablette qui permette d'accepter ces volumes de données. C'est la seule limitation. Ah, c'est Katia qui avait posé la question, avec quel le GMAO avez-vous connecté? Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, eh ben, merci beaucoup Jean-Yves. Et donc, merci à toi, merci à vous en tout cas pour votre attention.